Cette semaine à l'émission, on parle de peau sèche avec Isabelle Leclerc et de shampoing avec Anne-Marie Leclerc-Blodeau. On rencontre Aya Georgette J et Réal Odette de Kaidi. Un tout nouveau chroniqueur se joint à nous, M. Wolfgang Mercier-Giguère, qui est avocat et nous donne des conseils juridiques. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue à Action Magazine, bon retour des fêtes. J'espère que vous avez passé une agréable période avec vos proches. Pour votre conseil coiffure, cette semaine, Anne-Marie Leclerc-Blodeau vous parle de shampoing. Qu'est-ce qui est important de savoir pour vous donner une information de base, c'est que dans chaque shampoing, il y a plusieurs agents qui composent le shampoing. Mis à part l'eau, il va y avoir les agents émulsionnants. L'agent, c'est celui qui s'occupe de faire la mousse. Ce n'est pas la mousse qui va laver votre cheveu ou votre cuir chevelu. Souvent, on va avoir tendance à penser que plus il y a de la mousse, plus il y a de la broue, plus c'est propre. Pas du tout. En fait, la mousse qu'elle va servir, elle va s'occuper de vraiment s'attarder à ce que le produit soit uniformément réparti. Donc ça, c'est son travail. L'agent émulsionnant, c'est de s'assurer que le produit est partout sur la chevelure. C'est à ça que ça sert. Ensuite, il va y avoir également l'agent parfumant, ce qui va donner le parfum du produit. Il va y avoir l'agent opacifiant. Opacifiant, pourquoi? C'est qu'on va retrouver souvent sur le marché des shampoings qui sont clairs. Donc, lorsqu'on regarde le shampoing, le produit lui-même, il est transparent. On va également avoir un shampoing qui va être crémeux, donc qui va être opaque. C'est ce qui va déterminer. Puis ça, c'est souvent aux soins de la compagnie qui vont avoir envie, selon du marketing, la couleur, ces choses-là, par rapport aux produits, leur ligne de pensée, quel est le public cible atteint et tout, qui va déterminer. Donc, ce n'est pas une grande importance que votre shampoing soit de couleur bleue, mauve, rouge ou verte, là, mis à part les shampoings qui sont dits colorants ou correcteurs de couleur. Il va y avoir également à l'intérieur l'agent nettoyant. L'agent nettoyant, c'est celui qui est de plus grande qualité et qui est le plus important parce que c'est celui qui va aller nettoyer. Un shampoing, on le dit, c'est pour laver ses cheveux ou un soin lavant. Donc, le plus important dans tout ça, c'est de s'assurer qu'il va y avoir un bon agent nettoyant. L'agent nettoyant, il va y avoir également un degré de pH. Moi, je vous conseille un pH qui va se rapprocher le plus de la peau, donc le plus neutre possible, un pH 7, qui, lui, va justement, lorsqu'on parle de cheveux où il n'y a pas de problématique au niveau du cuir chevelu, il n'y a rien de spécial, on va essayer d'aller chercher un produit qui est le plus neutre possible pour éviter d'altérer la couleur ou encore d'altérer la qualité au niveau du cheveu lui-même, que ce soit parce que le cheveu a reçu des mèches, des permanentes ou quoi que ce soit, quand on parle d'une femme qui a une chevelure légèrement longue ici aux épaules puis qui doit entretenir son cheveu. Quand on parle d'un homme, on va souvent aller travailler à savoir quelles sont ses habitudes de vie au quotidien. Donc, ce qui est le plus important à retenir dans tout ça, c'est lorsque vous êtes confronté, exemple, à la pharmacie, ce ne sont pas de mauvais produits en soi. C'est juste qu'ils ont une approche au niveau du marché qui est différente. Mais dites-vous bien juste une chose, lorsque vous avez un produit de 4 ou 2 $ ou 5 $ maximum, si la bouteille elle est toute petite et que vous y retrouvez un parfum extraordinaire, une couleur qui est magnifique et une bouteille qui sort de l'ordinaire. Ensuite, un étiquetage qui est merveilleux. Dites-vous juste que si le produit est à un prix fixé, tous les agents qui se forment le shampoing sont rattachés à un prix également. Alors, si le gros du budget en bon français serait rattaché à l'extérieur de la bouteille et à son apparence, ça ne peut pas fonctionner au niveau de l'intérieur. Donc, l'agent nettoyant est forcément de moins bonne qualité. Comment le savoir? C'est de regarder au niveau des ingrédients à l'arrière, quels sont les ingrédients qui composent. C'est souvent des noms bizarres, des noms chimiques. Donc, à ce moment-là, on va aller essayer de revoir soit pétronamine, qui se trouve être des gelées de pétrole ou des dérivés de pétrole, ou encore, quand on parle de glutamate, des glutamate XYZ, il va y avoir, donc on va penser que c'est un agent tensioactif, plus doux. Donc, on va opter pour plus dans ce style-là. Mais encore là, moi, je vous conseille à ce moment-là d'avoir une approche qui est plus personnalisée. Donc, de s'assurer avec votre conseiller en soins de beauté. Chez AM et compagnie, on le fait également. On s'assure vraiment que chaque personne a ou utilise le produit qui va solutionner le problème actuel. On va souvent penser aussi que d'utiliser toujours le même shampoing sur une longue période va occasionner des habitudes au niveau du cheveu. Non, pas vraiment. En fait, c'est simplement de s'assurer qu'on a le bon produit, qu'il n'y a pas de dépôt et qu'on l'utilise également correctement.
Quand on parle de correctement, c'est toujours 2 shampoings. Le premier shampoing va servir à enlever les dépôts de produits, la mousse, le gel, la pollution, va commencer à faire son travail, l'agent émulsionnant. Et c'est normal qu'il n'y ait pas une grande mousse qui se fait parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a du sébum. On enlève l'excédent. Hein? On va nettoyer vraiment là, pour enlever le surplus. Ensuite, on rince abondamment et on recommence. On y va avec un autre shampoing, le même produit généralement, et on va faire une deuxième mousse. Cette mousse-ci va faire une belle mousse. Elle va aller vraiment là, s'appliquer partout. Ça va être beaucoup plus facile pour la personne et on va entendre vraiment que le cheveu est beaucoup plus propre. Ça va aller compléter le premier shampoing et ça va préparer la réception au niveau du conditionneur ou du revitalisant. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 shampoings? C'est que le premier shampoing enlève le surplus, le deuxième complète l'action du premier et il prépare correctement la chevelure à recevoir le revitalisant ou le traitement. On applique et, mis à part quelques exceptions, on essaie le plus possible de ne pas mettre de conditionneur revitalisant, traitement ou quoi que ce soit au cuir chevelu, sauf dans l'avis contraire de votre professionnel de la coiffure ou capillaire qui a vraiment jugé là, que c'était nécessaire. Et on laisse agir quelques minutes et on rince à l'eau fraîche. Donc, si vous avez envie également d'une approche différente chez AM & Compagnie, justement pour solutionner ce petit problème-là d'inconfort dû à quel est le produit que je vais choisir, qu'est-ce que je vais prendre. Et il y a aussi souvent, dans une durée de vie d'un shampoing, la personne a besoin d'un shampoing pour une période X et par la suite, le problème est résolu, donc on va se tourner vers autre chose. Mais là, quand on n'a pas l'information sous la main, on est un petit peu là, mêlé dans tout ça. Alors, ce qu'on fait chez nous, on a une approche différente, on a une approche qui est beaucoup plus personnalisé. On y va avec un bar à shampoing. Donc, les gens sont par consultation, ils vont savoir ensemble en discutant avec les habitudes de vie, à la maison, leur budget, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils font, la qualité des cheveux et le problème, s'il y a problème, à solutionner ensemble, à savoir quel est le bon shampoing. Également, si on veut avoir, exemple, une petite famille, une maman, elle n'a pas nécessairement de problématique au niveau de ses cuir chevelu ni de ses cheveux, tout va bien. Et on a une grande majorité, on a papa, maman, les enfants. Quel produit choisir pour justement limiter les coûts, limiter la quantité de bouteilles dans la douche et limiter les pertes. Donc, tout simplement, là, de dire quel shampoing qu'on va prendre, on vient tout mélanger. Souvent, les adolescents vont utiliser généreusement la pompe à savon un petit peu trop. Alors, comment faire tout ça pour gérer ça à la maison? Il existe des produits également qui peuvent être appliqués pour tout le monde et qui vont permettre une meilleure personnalisation pour les besoins de toute la famille ou encore de maman si elle a un besoin particulier. Donc, chez nous, le bar à shampoing, il est disponible pour justement aider tout ça. On prend en note également qu'est-ce que le client avec quoi il repart. Donc, d'une fois à l'autre, on est capable de dire, bon, mais la dernière fois, vous avez pris tel produit, comment ça s'est passé? On y va avec de telle date à telle date avec tel produit, on voit une amélioration. Si tout va bien, on continue dans ce sens-là. C'est la même chose au niveau des masques, des traitements et on offre également plusieurs types de shampoings. Ce qui est agréable avec le bar à shampoing, c'est que vous pouvez remplir votre bouteille d'une fois à l'autre. Donc, vous revenez avec votre bouteille personnalisée qui vous appartient et vous la remplissez avec le produit qui est adéquat pour vous. On retrouve également des shampoings sur le marché qui sont particuliers. Donc, AM & Compagnie est là pour vous guider dans ces shampoings-là. Alors, je parle des shampoings solides, ça existe. Ce sont des barres à shampoing qui sont des capsules de shampoing qui sont solides, donc qui ne sont pas liquides. C'est un shampoing dur qu'on appelle conditionnaire dur également, avec une durée de vie de plus de 6 mois. Donc, ça dépend encore là de votre mode de vie et de vos intérêts. C'est très, très agréable à utiliser. Donc, je vous invite à venir consulter ici le bar à shampoing pour en savoir plus long. Cette chronique est une présentation de AM & Compagnie. On est de retour dans Action Magazine avec moi, Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain. Isabelle, ces temps-ci, on a, avec les temps froids qui arrivent, on a les mains un peu plus sèches. Des fois, on a des parties du corps qui sont plus sèches. Tu as des choses à nous suggérer? Oui, exactement. Mains sèches, c'est comme... on en entend parler beaucoup ces temps-ci. Hein. En janvier, on a tendance à avoir la peau sec. Donc aujourd'hui, je vais donner des trucs, des petites astuces pour comment faire pour avoir des belles mains douces. Est-ce que c'est la cause principale, le froid, qui fait qu'on a, mettons, les mains plus sèches? Le froid, la chaleur, une déshydratation, ça peut être causé par différentes pathologies aussi. Si on fait de l'anémie, qu'on manque de fer, que la glande thyroïde va moins bien, on peut avoir la peau sec. Donc, il y a beaucoup de causes à la peau sec. Mais entre autres, là, c'est sûr que l'hiver, c'est toujours la tendance d'avoir les mains secs.
Ça vient d'où? Pourquoi on a la main? Pourquoi on manque de minéraux? Qu'est-ce qui manque? C'est souvent le vent qui va effriter la peau. Dans le fond, l'épiderme va vraiment servir à protéger. Donc, ça fait comme une couche barrière qui est hydratée, qui va empêcher aussi les bactéries ou quoi que ce soit de rentrer au niveau du corps. Donc, c'est vraiment une couche protectrice, puis elle peut se dessécher. Puis le vent, entre autres, ou la température, l'humidité, etc., va pouvoir dessécher la peau. Donc, c'est important de bien l'hydrater. Pas juste hydrater en buvant de l'eau, hydrater en mettant des crèmes. Souvent, les crèmes, c'est pas facile, là. Je dis, vous pouvez en mettre 2-3 fois par jour. Mais regarde, 2 fois par jour, tabarouette. C'est pas vrai que je vais me traîner ma crème, là. C'est ça, il faut garder l'habitude de se crémer régulièrement. Là. Oui, se crémer régulièrement avec des bonnes crèmes pour essayer d'hydrater en profondeur puis d'avoir à les utiliser le moins possible. Donc, en ayant tous ces petits trucs-là, on va réussir à avoir les mains, des belles mains. Puis quand ça ne fonctionne pas, tu suggères des crèmes, lesquelles que tu suggères le plus? Oui, j'ai emmené mes chouchous. On va commencer par ces crèmes-ci. Dans le fond, il faut distinguer vraiment lotion, crème et onguent. OK. Je ne sais pas si tu sais la distinction. Non. OK. Non. Lotion, c'est beaucoup plus liquide. Donc, ça veut dire que si on a une grosse surface de peau à couvrir, ça va être plus facile avec une lotion. Ça veut dire que si c'est pour le corps complet, on peut y aller plus vers une lotion. Il y a plusieurs marques ou compagnies de crèmes qui font les lotions. Si on y va vers la crème, c'est un peu plus crémeux, donc c'est un peu plus onctueux qu'une lotion. Ça s'applique, c'est un peu plus gras, dans le fond, un peu plus riche qu'une lotion. Ça s'applique sur une plus petite partie du corps. Et si on y va vers l'onguent, je qualifie toujours ça, c'est comme un peu transparent, comme un peu une vaseline. Donc l'onguent, c'est beaucoup plus gras. C'est plus une zone ciblée, peut-être? Oui. Okay. Puis l'onguent, moi, ou les choses plus grasses, je vais les réserver vraiment dans mon traitement à choc pour aider au niveau des mains sèches. Je vais vous en reparler vers la fin. La lotion, là, je vois souvent, les gens vont souvent l'appliquer après, mettons, le bain, la douche, ça, est-ce que ça se peut? Ou ça peut être à n'importe quel moment de la journée? Ou... Oui, ça, c'est un des meilleurs moments pour appliquer notre crème, notre lotion ou autre. Une fois qu'on sort de la douche, on fait juste s'imbiber, donc vraiment pas frotter le corps pour encore irriter plus la peau. On imbibe, une fois que la peau est encore un peu humide, on va mettre notre crème ou notre lotion. Donc, ça va pénétrer encore plus au niveau de la peau, puis ça va hydrater en profondeur. Puis le soir, c'est la meilleure période pour mettre une bonne crème, la plus grasse possible. C'est sûr que si on est tout collant, tout gloutinant, on aime moins ça. Mais le soir, il va y avoir une période plus longue là, de contact avec notre peau, à l'abri de tout ce qui pourrait briser la peau, donc à l'abri du vent, de l'humidité, du frottement, etc. Donc le soir, c'est vraiment très important d'appliquer sa crème. On le disait, c'est souvent les mains qui sont plus affectées par ça. Est-ce qu'il y a des crèmes qui sont spécialisées pour la zone des mains? Pas nécessairement. Par contre, c'est sûr que souvent, quand on va avec les crèmes en main, mais c'est plus des petits formats pour qu'on puisse les traîner partout. Donc, la femme, c'est facile avec la sacoche. L'homme, des fois, dans la poche, ça peut bien se transporter. Donc, on a des plus petits formats disponibles. Je dirais que mes préférés, souvent les préférés par les dermatologues, c'est les crèmes à base de céramide. Donc, on peut retrouver CeraVe, Cutibase. Les céramides vont emprisonner l'eau au niveau de la couche barrière de la peau. Donc, ça va faire qu'on va avoir besoin d'en mettre moins souvent. Donc, ça va avoir un effet plus long terme. Puis, la texture n'est pas trop grasse. Donc ça, c'est dans mes tops au niveau des crèmes. Là, elle est un petit peu plus dispendieuse, par contre. Hypoallergène sans parfum, donc elle fait un petit peu pour tout, pour les peaux sensibles aussi. Sinon, c'est sûr qu'Avino, avec l'avoine colloïdale à l'intérieur, va aider aux démangeaisons. Elle aide aussi pour la peau sec, donc c'est un bon choix. Glaxalbase, bien pour les tout petits jusqu'aux adultes, on voit souvent ça chez le bébé, Glaxalbase, hypoallergène sans parfum, qui peut s'utiliser sur le corps complet. Donc ça, c'est des super bonnes crèmes. Pour les gens qui travaillent à l'extérieur, au gros froid, est-ce qu'il y a une crème que tu suggères plus qu'un autre? Dans ce cas-là, je vais rajouter du silicone. Donc, une crème barrière qui va aider à emprisonner l'eau, emprisonner aussi la peau, mettre comme un gant, une couche protectrice sur la peau. C'est plus dans ces crèmes-là, à ce moment-là, qu'on va aller. Bien, parlant de ces crèmes-là, dans le fond, c'est ça quand on a dépassé le stade où ce que ça faisait juste, quand c'est vraiment irrité, où ce qu'on se gratte puis c'est presque au sang, qu'est-ce que tu suggères comme crème? C'est sûr qu'on peut se retourner aussi vers le dermocosmétique. On a des crèmes un petit peu supérieures, un peu plus puissantes que différents ingrédients qui vont aider à hydrater. Mais sinon, on peut se retourner vers les crèmes plus riches, puis justement les crèmes barrières. OK. Donc, les crèmes barrières, souvent, moi, je recommande la barrière tout simplement. Prévex ou Barriéderm, c'est des crèmes à base de silicone qui vont mettre un gant sur la peau. Okay. Les gens qui jouent souvent dans l'eau, les gens qui travaillent avec des produits chimiques, les gens qui se lavent les mains régulièrement, c'est toujours des crèmes qu'on va mettre par-dessus la crème hydratante pour mettre un baume. Ça reste collant 5 minutes à peu près. On le laisse sécher. Crème barrière résiste à peu près à 2-3 lavages de main. Okay. Prévex, 5 et 6-7 lavages de main. Donc, il faut en remettre quand même régulièrement dans la journée. Bien, tu parles de ça, les gens qui travaillent dans l'eau. Je m'étais déjà fait déconseiller de travailler avec des gants. Est-ce que ça se peut ou c'est mieux de travailler avec des gants qu'on travaille dans l'eau pour éviter justement le dessèchement des mains?
C'est sûr que les gants peuvent être utilisés. Quand il y a du caoutchouc, c'est sûr que ça garde l'humidité. Il faut faire attention que la peau ne reste pas trop humide, parce que sinon, on va pouvoir avoir un autre problème, un champignon ou quoi que ce soit, vu que le champignon vit dans l'humidité. Il faut juste faire attention à ça. Mais c'est sûr que le port de gants, c'est pas néfaste. OK. Parfait. Ça peut être utilisé aussi pour les gerçures. Souvent, il y a des craquelures durant l'hiver. Là, on est tous craqués sur le bord des doigts ou j'ai des rougeurs. On peut utiliser les crèmes barrières et on utilise aussi les crèmes de cortisone. Cortisone, on a 2 choix en vente libre. Celle-ci est derrière le comptoir. Vous pouvez la demander. Ça ne demande pas de prescription. C'est un peu plus puissant. Sinon, la fameuse hydrocortisone 0,5 % qu'on applique en couche mince. Vraiment important. Ça amincit la peau. Et c'est à utiliser à court terme. Donc, exemple, qu'on a des rougeurs au niveau des jointures, je mettrais juste la petite crème de cortisone. J'attends 5 minutes, je mets ma crème. Si je veux rajouter encore une couche protectrice, j'ajoute la crème barrière. C'est ça, il ne faut pas prendre l'habitude de mettre une crème régulièrement, une crème de cortisone qui contient la cortisone. Exactement. Pas régulièrement, 7 à 14 jours. Si le problème est récurrent, on peut la réutiliser plus tard, mais vraiment sur une courte période. Et mon dernier truc, le truc du gant de coton. Je ne sais pas si tu connais. Non. Non. Les gens qui ont les mains très, très, très sèches et qui veulent utiliser leur crème juste le soir, parce que dans le jour, ils disent « Ah, c'est tannant, je ne vais pas me mettre ça, ils n'ont pas le temps, bref. » J'utilise souvent soit Vaseline ou Aquaphor, qui est une crème très riche, très grasse. On l'applique sur la main, on rajoute le gant par-dessus, on dort avec ça. Donc, le gant fait une partie occlusive, fait que la crème va vraiment hydrater en profondeur. Donc, le lendemain matin, on serait censé avoir les mains plus hydratées. Ça aide la crème à pénétrer dans la peau. Vraiment, ça aide vraiment la crème à effet. Donc, ça, c'est vraiment le truc traitement à choc, là, si jamais on a les mains très, très sèches. Parfait. Bien, c'est super bon conseil pour la période, surtout de l'année où on a bien besoin. Exact. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bonne journée. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Avec moi maintenant, les gens de Kaidi Beauce-Nord, Mme Aya Georgette J et M. Réal Odette. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Vous venez nous parler d'une activité de financement qui s'en vient. C'est quoi exactement? Alors, avant de vous parler de l'activité, j'aimerais peut-être prendre 2 petites minutes pour vous parler un peu, pour ceux qui ne connaissent pas enfin très bien Kaidi, leur dire enfin que c'est un organisme sans fin communautaire à but non lucratif qui œuvre dans la région des 2 MRC, Beauce-Nord, c'est-à-dire Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce. Alors, depuis une dizaine d'années, Kaidi a reçu au-delà de 400 immigrants provenant d'une 60aine de pays. Et la plupart, grâce à notre bon travail, je pense, la plupart sont demeurés ici pour nous aider à continuer enfin à faire prospérer la Beauce. Alors, l'important dans notre activité, c'est de permettre d'accueillir ces gens-là qui nous arrivent souvent directement de leur pays ou directement de Montréal, c'est le premier arrêt. Et puis les intégrer, les accueillir chez nous, et puis après ça, leur faciliter les choses pour qu'ils puissent enfin reprendre leur nouvelle vie dans les meilleures conditions possibles chez nous. Ça peut aller. Moi, de quelle façon vous les aidez? Au départ, ça prend un logement. Alors, s'ils n'ont pas prévu et s'ils n'ont pas encore de logement, alors on travaille avec eux pour leur en trouver un. Si on manque de ménage essentiel, alors on s'occupe de ça. Après ça, là, on va les initier aux services socio-sanitaires, on va leur permettre de connaître un petit peu nos us, nos coutumes, pour qu'ils puissent enfin rapidement s'intégrer. Et le but important dans ça, c'est qu'une fois qu'ils sont bien intégrés, c'est de les garder chez nous. Parce qu'on les aime bien, puis on veut quand même qu'ils continuent. Alors, si on fait un bon travail, on est certain que... Alors, c'est grâce à la population, ici, on a au-delà de 80 bénévoles qui travaillent pour nous dans la région. Alors, toutes ces personnes-là, enfin, font en sorte que nos immigrants qui nous arrivent vont avoir le goût, peut-être, de continuer à fraterniser et à nous aider à aller plus loin. Mais il n'y a rien de plus enrichissant, justement, que d'échanger avec des gens qui viennent d'intégrer la communauté. Absolument. Absolument. Alors, je compléterai mon petit bout, moi, là, en vous disant qu'à tous les ans, à toutes les saisons, on tient une activité interculturelle. Bon. Alors, dans le moment, on en a une qui s'en vient. Alors, je laisserai Aya, enfin, nous en parler brièvement. Donc, effectivement, Kaidi organise des activités socio-culturelles. Et dans ce cadre-là, nous organisons le 30 janvier 2016 un souper interculturel où il y aura un buffet qui va regorger des plats internationaux,
concocté par des immigrants de différents pays. Et c'est un plat interculturel. Et nous invitons toute la population locale à venir déguster. C'est un voyage gastronomique à travers nos assiettes. Et le souper interculturel aura lieu à Saint-Joseph, à la cafétéria de l'école secondaire Veilleux. Ce sera à partir de 18h30 jusqu'à 21h45. Les tickets sont déjà en vente. Les lieux, c'est le presbytère de Sainte-Marie de Beauce, le presbytère de Saint-Joseph de Beauce et le bureau de Caïdi. Ça, c'est les endroits où les gens peuvent se procurer les Se billets. procurer les billets. Et puis, entre autres, au nettoyeur Bisson Saint-Joseph. Oui, entre autres, le nettoyeur Bisson à Saint-Joseph. Donc, à cet effet, il y a aussi, il aura un transport organisé où c'est gratuit pour toute personne. Et les lieux de départ, c'est l'église Sainte-Marie de Beauce à partir de 17h15, le centre commercial de Beauce à partir de 18h. De Beauceville. De Beauceville. Et enfin, le retour, c'est l'école secondaire Veilleux à 22h. Ce sera une ambiance festive puis chaleureuse. Au programme, on aura l'animation, on aura la musique, on aura la danse. Et on aura aussi, bien sûr, du plaisir et des rires. Donc, est-ce qu'il y a une date limite pour faire les inscriptions? Oui, effectivement, on a une date limite. Nous avons jusqu'au 25 janvier pour s'inscrire ou pour faire sa réservation. Nous avons aussi jusqu'au 25 janvier aussi pour ceux qui veulent acheter les billets, qui sont déjà en vente au bureau de Caïdi et puis dans les 2 presbytères déjà nommés. Et pour toute information, nous invitons la population à appeler au bureau de Caïdi au 418-386-75-73 ou sur le cellulaire au 418-209-84-78. Et ça s'adresse à tout le monde? À tout le monde. Principalement aussi à nos immigrants qui sont d'hier ou d'il y a 1 an, 2 ans. On les accepte tous. Et puis, en même temps, c'est un prix très modique, très modique. Un repas qui vaut beaucoup, mais pour très peu. Parce que le but, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais c'est pour susciter des rencontres. Ouais. Des rencontres où on va échanger, se connaître, et puis échanger sur les cultures différentes. Parce que la diversité, c'est bien, mais il faut la connaître. Voilà. Aya Georgette, vous étiez venue il y a quelques mois nous parler d'une autre activité de financement qui était de la danse, ça, une soirée de danse. Est-ce que ça s'est bien déroulé? Oui, en effet, on avait plus de 112 personnes. Les gens ont bien aimé ça, bien apprécié. Et c'est pourquoi nous organisons à nouveau le souper interculturel, où nous voulons créer un cadre de rencontre entre les Québécois et les immigrants, afin de mieux se connaître, afin de mieux fraterniser. Parfait, bien merci beaucoup. Donc, on rappelle aux gens, c'est le samedi 30 janvier à 18h30 à l'école polyvalente Veilleux de Saint-Joseph. Parfait. Merci. Merci infiniment. C'est maintenant le temps de la chronique juridique avec Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour Wolfgang. Bonjour. Cette semaine, tu nous parles de quoi? On parle du rôle et du choix de l'avocat. OK. Le rôle de l'avocat. Monsieur et madame tout le monde, en général, savent que, bon, un avocat, ça connaît les lois, ça connaît les règlements, par exemple, le règlement de la ville. On sait aussi qu'il y a la représentation devant les tribunaux, c'est ce qu'on voit dans les téléséries, à la télévision. Mais il y a aussi tout le rôle de ce qu'on appelle la justice participative. Okay. Ça, dans le fond, c'est le rôle de conseiller. La justice participative, on va en parler dans d'autres capsules, mais c'est la médiation, la conciliation. C'est, dans le fond, des moyens de résoudre les conflits sans aller nécessairement devant les tribunaux. Okay. Et finalement, il y a le rôle de conseiller de stratégie en droit. C'est un rôle que moi, je trouve le plus important de l'avocat, de vous dire, oui, les règlements, c'est ça, oui, la loi, c'est ça, mais vous pouvez jouer là-dedans, vous pouvez jongler. Quand est-ce que c'est une bonne idée d'aller devant les tribunaux? Quand est-ce que c'est pas une bonne idée d'aller devant les tribunaux? Ça, c'est le rôle principal de l'avocat. Dernière chose qui est importante de savoir, c'est que l'avocat a un rôle de confidentialité. Ça. Donc, tout ce que vous dites à l'avocat est confidentiel, on en reparlera plus loin. Ça. Comment on peut choisir notre avocat? Bien, en fait, il faut savoir, premièrement, c'est quel type de cause qu'on veut faire. Il y a généralement, là, c'est vraiment général, il y a 2 types d'avocats. Il y a les avocats généralistes qu'on retrouve souvent en région, c'est-à-dire des avocats qui vont faire du droit civil, du droit familial, du droit criminel. Et il y a des avocats qu'on dit plus spécialisés. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les fiscalistes. Les fiscalistes, souvent, vont
vont faire que du droit fiscal et ça va être leur seul domaine. Donc, on doit dire, moi, comme individu, c'est quoi je veux faire comme cause? Première chose. Deuxièmement, on va regarder au niveau, c'est quoi l'expérience qu'on a besoin de l'avocat? Un avocat d'expérience, c'est avantageux pour différentes raisons. C'est pas seulement le nombre d'années de pratique quand on parle d'expérience, mais on parle vraiment d'expérience dans ce type de cause-là. Si vous venez me voir pour des vices cachés, bien, il faut que l'avocat ait même s'il a 20 ans de pratique, qu'il ait de l'expérience en vices cachés. Ça, c'est super important. Ça va lui permettre deux choses. Un, de vous conseiller. Deux, d'avoir des bonnes stratégies. Et, j'ai dit deux, mais c'est trois en fait, d'établir des coûts plus fixes. Un avocat d'expérience va être capable de vous dire, bien écoutez, moi j'ai déjà fait 10-15 causes comme ça. Normalement, les coûts, ça va être à peu près ça. Est-ce que ça peut arriver des fois qu'un avocat va conseiller justement un client, dire bon, ben moi je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, vous êtes mieux d'aller voir un autre avocat? Absolument. Nous, à notre cabinet, c'est ce qu'on fait. On est un petit cabinet boutique et on a des ententes avec des partenaires. Donc, si vous venez pour des domaines vraiment spécifiques, par exemple pour un meurtre, moi comme avocat, je ne fais pas des causes de meurtre, mais j'ai des confrères avec qui je travaille régulièrement qui on va référer ce dossier-là pour vous assurer et assurer au public qu'il y ait la meilleure défense possible et le meilleur avocat pour leur cause. C'est ça qui est important. Évidemment, il y a des coûts pour payer l'avocat, dans le fond, mais est-ce que le prix, dans le fond, que ça nous coûte, est-ce que ça devrait avoir un poids sur la décision pour choisir un avocat? Absolument pas. Pour ce qui est du prix de l'avocat, il n'y a aucun barème ou critère d'établi. Il y a certaines tendances. Par exemple, en région, ici en Beauce, on va souvent avoir entre des prix entre 100 et 250 $ de l'heure. C'est vraiment l'avocat qui choisit le taux horaire. Cela dit, il y a aussi différentes méthodes de facturer le client. Un avocat, lui, il vend du temps, il vend des conseils. Mais il peut décider de facturer son client par forfait, c'est-à-dire un montant fixe, peu importe le résultat final. Okay. Il peut décider de le facturer au taux horaire. C'est-à-dire, exemple, 100 $ de l'heure. Il peut décider de le facturer à pourcentage. C'est ce qu'on voit souvent dans des causes d'accidents de travail, des causes de décès. Et il peut aussi accepter l'aide juridique. L'aide juridique est un service qui est offert aux citoyens qui permet d'obtenir des services juridiques gratuitement sans débourser. Ils doivent être admissibles. Il y a certaines conditions par rapport à ça. S'ils sont admissibles, l'avocat peut accepter ça et ça ne coûtera rien au client. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui permettent de choisir un bon avocat? Oui, effectivement. En fait, là, ce qui est important quand on choisit un avocat, c'est d'avoir un bon contact entre l'avocat et le client. Et ça, c'est valide autant pour l'avocat que pour le client. Premièrement, vous devez regarder pour avoir un bon orateur, quelqu'un qui va vous convaincre. Le rôle de l'avocat, souvent, que ce soit en médiation ou que ce soit le juge, a le devoir de convaincre le juge. C'est ce qu'il essaie de faire. Si vous ne convainquez pas vous-même dans le bureau, il y a des bonnes chances qu'il convainc moins le juge. L'autre chose, c'est quel type de relation vous voulez avec votre avocat. Je m'explique. Est-ce que vous vous attendez d'avoir un avocat qui va vous appeler à tous les jours pour vous dire c'est quoi la teneur du dossier, les aboutissants? On sait que c'est stressant un procès. Par contre, ce n'est pas tous les avocats qui ont la disponibilité de faire ça et évidemment, ça monte les coûts. Est-ce que vous cherchez plutôt un avocat qui va vous diriger au travers des procédures, qui va vous recommander certaines choses, mais qui va être plus effacé? Donc, c'est des éléments à discuter avec votre avocat. Pour choisir votre avocat, c'est très important. Parfait. Si on veut plus d'informations, à quel endroit on peut s'informer? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rejoindre? Oui, on peut me rejoindre sur mon site internet merciergiguère.com. On peut aussi me contacter par téléphone au 581-996-7060. Et dans le fond, nous, notre cabinet, l'avantage qu'on propose aux clients, c'est un cabinet boutique, comme je vous disais. Donc, on est une proximité avec les clients. L'avocat que vous allez avoir va être le même du début jusqu'à la fin de A à Z. Quand vous appelez, vous n'avez pas à parler à 3-4 avocats différents, ce qui, généralement, a tendance à diminuer aussi les frais parce que vu qu'on c'est le même avocat qui travaille de A à Z jusqu'à la fin du dossier, bien, il n'y a pas à discuter avec ses confrères du dossier parce que c'est lui qui va le représenter à la cour et ces choses-là. Ça, c'est un avantage majeur. Et on offre un service aussi qui est tout nouveau en 2016, qui est vraiment adapté, développé. On utilise beaucoup les technologies de l'information. Donc, on fait des entrevues même à distance par Skype. Okay. Et on peut donner vraiment des suivis aux clients hebdomadaires sur leur dossier par courriel.
par téléphone selon ce que le client veut avoir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller visiter notre tout nouveau site web à téléaction.tv pour y voir des extraits d'émissions ainsi que le descriptif de celle-ci. Je vous invite également à suivre l'émission telle que vue. Cette semaine, on présente le dîner de Noël des gens d'affaires de la Beauce. On y présente les nouveaux développements du parc Tachereau. Je m'appelle Sylvain Goulet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.